Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons lire la suite de ce manuel à l'usage des félins pour dresser son humain. C'est un livre de l'auteur Babas, qui est un auteur italien, avec des illustrations d'Andrea Ferola. Donc nous avons lu déjà la première moitié il y a quelque temps et c'était vraiment très très drôle. Donc aujourd'hui on va lire la suite. Allez, on va pas relire l'arrière du livre, on s'en rappelle encore depuis la dernière fois. Donc nous avions lu la dernière fois l'introduction, les humains, comment séduire un humain, et ensuite l'habitat. Et donc pour aujourd'hui, il nous reste cohabitation et éducation domestique, obsession humaine et la cohabitation avec d'autres êtres vivants. Voilà, on s'était arrêté là. Et donc on reprend avec le chapitre 4, cohabitation et éducation domestique. La nourriture. Les humains sont des chasseurs imprévisibles. Il leur arrive de quitter la tanière plusieurs jours de suite et de revenir les mains vides, alors qu'en d'autres occasions, ils sortent quelques minutes et rentrent courbés sous le poids de leur butin. Leur méthode de chasse nous reste mystérieuse. Ce qui est sûr, c'est qu'ils cachent de grosses quantités de nourriture dans leur tanière, assez bêtement toujours aux mêmes endroits, et la sortent à des moments préétablis. Une cachette en particulier, toujours fraîche, fournit des merveilles chaque fois différentes. D'ailleurs, comme si eux-mêmes ne pouvaient en croire leurs yeux. Ils ne cessent de l'ouvrir et de la fermer. Cette source perpétuelle de délices se nomme réfrigérateur et il est conseillé de se trouver en première ligne à son ouverture. Mangeant à heure fixe, ils ont tendance à vouloir qu'il en soit de même pour nous. Il n'est pas simple de leur apprendre à nous ravitailler n'importe quand, mais n'en doutez pas, c'est à votre portée. Phase 1. Avant tout, identifiez le lieu où ils ont caché votre nourriture. Votre but est de les y attirer et pour cela, vous mobiliserez tout le répertoire de la séduction en débutant par le regard et à grand renfort de câlinerie. Commencez vos câlineries à n'importe quel endroit de la tanière et quand vous avez captivé l'attention du singe, déplacez-vous, mine de rien, de câlinerie en câlinerie, vers le filon devant lequel vous finirez par vous poster. À ce stade, lancez de bruyantes invites vocales et, si nécessaire, mimez l'acte de manger en ouvrant et fermant la bouche sans bruit. Certains ont foi en la télépathie. Assis, pattes jointes au plus près de la source de nourriture, fixez l'humain et transmettez-lui l'ordre mental. Tu me nourriras. S'il s'agit d'un individu très réceptif, ça peut marcher. S'il vous est déchu un primate docile et désireux d'apprendre, cette panoplie suffit amplement. Mais imaginons que l'humain ne veuille pas vous suivre, qu'il soit sous l'emprise de la chosite, tout entier occupé à manipuler des objets, à les regarder ou à leur parler. Dans ce cas, il faudra recourir à des techniques plus avancées. Nous les énumérons dans l'ordre. Si l'une ne marche pas, passez à la suivante et ainsi de suite, selon une intensité croissante. 1. Promenez-vous devant lui, si possible sur les objets qu'il est en train de regarder ou de manipuler, afin de lui signaler que vous avez une urgence. 2. S'il s'agit d'un objet doté d'un clavier, piétinez-le en enfonçant plusieurs touches à la fois selon des combinaisons meurtrières. 3. Asseyez-vous devant lui et criez à lui déchirer les tympans. 4. S'il vous écarte, continuez
essentiel à ces éventuelles activités. Plongez dessus après vous être assuré qu'il vous voit. 7. Si la maison compte d'autres chats ou animaux qui vous sont soumis, comme des canidés, c'est le moment de les tourmenter jusqu'à ce qu'ils protestent bruyamment. Il peut aussi s'agir d'une mise en scène, pourvu qu'elle soit vraisemblable. Le prince Leopoldino et son frère, le très célèbre capitaine Fracasse, simulent les bagarres furibondes ponctuées de cris déchirants pour secouer leur singe de sa torpeur. Une technique qui marche à tous les coups. 8. En dernier recours, s'il n'y a personne d'autre avec qui jouer l'agression, passez à la sollicitation physique de l'humain lui-même. Nous ne sommes pas enclins à utiliser la violence envers ces pauvres bêtes, mais elle est parfois nécessaire. Une petite morsure, un coup de patte à demi-griffe devrait suffire à secouer le primate qui se lèvera en maugréant pour accomplir enfin son devoir. Concluons sur un scénario très courant. Imaginons que l'humain dorme profondément et que vous ayez une petite faim. On retrouve en substance les techniques déjà écrites avec quelques variantes. Dans l'ordre: 1. Appelez-le gentiment en lui miaulant aux oreilles ses bidules atrophiés de chaque côté de son crâne. 2. Asseyez-vous sur sa poitrine et appelez-le bruyamment avec insistance en explorant divers registres. 3. Faites tomber les objets d'un meuble proche du lit s'il y en a un. Optez pour le verre rempli d'eau. 4. Montez sur un meuble proche du lit et jetez-vous sur le lit. 5. Montez sur un meuble proche du lit et jetez-vous sur l'humain. 6. Attaquez un autre animal de la famille, si possible sur le lit. 7. Attaquez l'humain qui dort, d'abord en douceur, puis de plus en plus fort, du coup de patte timide sur le nez à la grande claque griffue. 8. Quand le primate flageolant se lèvera pour remplir ses devoirs, courez entre ses jambes en lui faisant fête et en émettant des vocalises enthousiastes. Il est toujours judicieux de lui faire comprendre que ses efforts sont appréciés. Quand il mange, en général, les humains mangent autour d'une table et cette opération occasionne une poussée aiguë de chosite. La table est donc chargée d'objets. Habituez-les à vous laisser de la place. Au début, ce pourra être dans un coin d'où, croiront-ils naïvement, vous ne pouvez pas atteindre la nourriture. Mais petit à petit, vous gagnerez du terrain jusqu'à conquérir le centre de la table, d'où vous pourrez exiger les bons morceaux que vous désignerez du regard, de la voix et, en cas de nécessité, de coups de patte rapaces. Capitaine Fracasse est passé maître en ce domaine. Énorme chat noir, du poids d'un chien de taille moyenne. Il prend place sur la table dès qu'approche l'heure du repas de ses humains. D'abord, il s'installe à l'écart, puis profitant de ce que les singes se concentrent sur leur nourriture, il se déplace de façon progressive, imperceptible, jusqu'à se retrouver à côté d'un des humains, tête tendue au-dessus de l'assiette, dans la position que ceux-ci appellent du bœuf et de l'âne. On a la petite explication. On trouve dans le mythe de la nativité l'image d'un bœuf et d'un âne, dont les grosses têtes soufflent au-dessus d'une mangeoire. Ce mythe est mis en scène dans la crèche, un passe-temps organisé chaque hiver pour votre plus grand plaisir, avec parfois l'arbre à boules en prime. Mais il continue à faire mine de rien, comme si le processus en cours ne l'intéressait aucunement et que sa présence soit un pur hasard. Au bout d'un moment, quand les singes se sont habitués à la situation, il frappe. Il utilise deux techniques différentes. La première
est naturel mais lent et pour cette raison, cette technique échoue souvent. Dans ce cas, le plan B est déclenché. Un coup de patte foudroyant pour s'emparer du mets convoité. Il n'est pas rare que cette tentative se solde également par un échec, mais au bout du compte, le résultat est toujours positif. Au pire, c'est de leur propre gré qu'à la fin du repas, ces humains extraordinairement bien éduqués, il faut le dire, lui offrent de bons morceaux. Dans le processus de domestication, vous accepterez de goûter différents plats sans hésiter à montrer de l'intérêt, y compris pour des végétaux comme la courge, les courgettes, les haricots verts, les asperges. Devant les olives, les laitages, certaines viandes et poissons, vous pourrez donner des signes d'enthousiasme, mais cela à condition que vous preniez la nourriture sur la table. Ou directement de la main des humains. Justement, on a petit Oslo qui vient de passer, comme la dernière fois. Voilà, coucou. Si ces mêmes aliments sont déposés dans votre bol, vous ne les aimerez plus. Ben non, évidemment. Nous arrivons là au cœur du processus. Tout ce que nous avons expliqué jusqu'à présent n'est que la première partie du dressage. Phase 2. L'étape suivante est cruciale. Refusez la nourriture avec dédain, et pas seulement si le menu est monotone ou de mauvaise qualité. De temps en temps, par principe, regardez ce qu'on vous propose d'un air dégoûté et éloignez-vous, agacé. Ce comportement plongera les primates dans la confusion et le désarroi, et selon toute probabilité, entraînera une nette amélioration de vos menus. Le prince Leopoldino, par exemple, dédaigne tout ce qui est sashimi à l'exclusion du thon et du bar pour lesquels il nourrit une véritable passion. Il méprise le saumon et les gambas l'indisposent. Pour certains plats, il se contente de lécher la gelée, d'autres le font reculer d'un bond épouvanté, et ça marche. Seuls les meilleurs morceaux arrivent jusqu'à ses mâchoires, et chaque fois que ces humains mangent des sushis, ils commandent du thon et du poisson blanc rien que pour lui. Votre délicatesse deviendra proverbiale et finira par constituer un défi pour l'humain. Ce sera pour lui une joie et une fierté de trouver un plat dont vous vous montrerez friand. Le repos. Les humains sont affreusement dynamiques et se reposent très peu, de surcroît plutôt la nuit. Coordonner vos rythmes naturels avec les leurs ne sera pas évident. Le jour, ils sont en proie à une frénésie irrépressible et insensée. Souvent, ils semblent là, mais au lieu de s'arrêter pour s'offrir une petite sieste comme le prescrit Mère Nature, ils se font violence, se stimulent en ingurgitant des boissons excitantes et continuent de s'agiter jusqu'au soir où ils s'écroulent enfin, vaincus par des heures d'activité forcenée. Si leur journée se déroule à l'extérieur de la tanière, vous pourrez tout à votre aise enchaîner assoupissements et petits dodos, siestes et roupillons, en vous ménageant de courtes pauses pour grignoter des croquettes, chasser les geckos sur la terrasse ou dans le jardin et faire un brin de toilette dans les règles de l'art. Quand ils sont à la tanière, il peut être plus compliqué de jouir en paix du repos. Nombre de leurs activités sont bruyantes ou traîtresses. À notre avis, la plus détestable d'entre elles est celle qui consiste à promener un gros objet hurlant et aspirant tout sur son passage, sans aucun respect pour la tranquillité des habitants. Hélas, à ce jour, on n'a pas trouvé de solution pour empêcher nos bien-aimés de sacrifier à ce passe-temps. En tout état de cause, il pourrait être avisé d'essayer, dans les limites du possible, d'adopter leur rythme. Même si la nuit, vous vous sentez naturellement gaillard et prêt à l'aventure dans une tanière d'humains, ce moment
ce sera encore plus confortable s'il est allongé sur ce qui deviendra votre coin préféré et que vous aurez la magnanimité de partager avec lui le lit des maîtres de maison. Investissez les lieux quand le bipède s'allonge ou mieux encore, juste avant. Vous aurez une preuve évidente de ses intentions quand il se brossera les crocs. Choisissez une zone centrale et prenez vos aises. C'est lui qui s'adaptera en trouvant une position plus périphérique. À ce stade, vous pourrez vous installer encore mieux en reléguant une bonne fois pour toutes le ou les singes là où ils ne vous gêneront pas trop. N'importe quel creux du corps de l'humain qui en présente beaucoup étant long et anguleux comme un gros phasme est parfait pour s'y encastrer entre les jambes, derrière un genou plié, contre l'abdomen, entre la cheville et le pied et même en cherchant bien sur la tête. Peu importe, du moment que vous faites corps avec lui, il exultera. Autant que faire se peut, il est de bon ton d'attendre les premières lueurs de l'aube pour le réveiller et réclamer votre petit déjeuner. La communication. À l'instar des oiseaux, les humains sont des êtres avant tout chanteurs qui émettent des sons presque sans arrêt. En même temps, de façon le plus souvent inconsciente, ils communiquent par des biais non verbaux. En vivant à leur contact étroit, vous apprendrez à comprendre leurs intentions et il va sans dire à saisir certaines phrases, mots et expressions de ce langage cocasse qui est le leur. Pour rien au monde ils ne doivent s'en apercevoir car vous jouirez ainsi d'un avantage non négligeable sur eux. Avant tout, il est bien pratique de connaître leurs projets en amont pour, le cas échéant, mettre en œuvre les contre-mesures nécessaires. Aurait-il l'intention de vous jouer un mauvais tour, par exemple, vous administrer un de leurs poisons? Périodiquement, votre humain vous administrera de petites quantités de poison qu'il appellera médicaments, antipus ou autres noms fantaisistes. Projetterait-il de partir quelques jours et de vous abandonner aux soins imparfaits du singe de l'étage du dessous? Pour comprendre combien il est précieux de garder le secret, il suffit de regarder ce qui arrive à la plupart des chiens. Ils sont asservis en tout et pour tout. Si vous montrez que vous comprenez leur langue, les primates pourraient s'attendre à ce que vous agissiez en conséquence, allant peut-être jusqu'à se formaliser en cas contraire. Il est prouvé que la communication verbale de ces créatures diffère selon les lieux géographiques où elles se trouvent. Complications liées à un concept qui nous ramène plus ou moins au principe des portes entre les pièces, à savoir aux frontières imaginaires que décrète cette espèce. Mais parler plusieurs langues humaines n'est important que si vous fréquentez des milieux cosmopolites. Le prince Leopoldino, par exemple, parle 3 langues, l'italien, l'anglais et le français. Il a étudié cette dernière tout seul et de fait, il la maîtrise moins bien que les 2 autres. De temps en temps, les humains chantent et dansent. Quand ils émettent des sons en rythme, glapissent, gazouillent, roucoulent en faisant les gros yeux, on dit qu'ils chantent. Quand ils s'agitent comme s'ils avaient aux trousses un essaim de guêpes, sautillent sur place, frémissent, se trémoussent, projettent leurs membres dans toutes les directions, s'accroupissent sans crier gare, on dit qu'ils dansent. À vos yeux, ces phénomènes apparaîtront incompréhensibles et vous mettront bien souvent dans un réel embarras. Il s'agit d'expressions de joie et de vitalité, à condition de rester hors d'atteinte de leurs grosses pattes pendant qu'ils dansent. Elles sont sans danger.
cela au fond ne vous intéressait pas, tâchez néanmoins d'être là systématiquement, ne serait-ce que pour une rapide vérification. Quand le singe se trouve en situation de vulnérabilité, sortie de douche ou station assise sur la cuvette des WC, veillez à ouvrir toute grande la porte de la salle de bain. Si c'est la pièce où se trouve votre litière, essayez de coordonner votre defecatio avec sa propre présence, de façon à lui en faire apprécier pleinement les effluves. Mieux encore, si vous opérez pendant que le singe est dans l'impossibilité de fuir. Pendant l'accouplement, si ce n'est pas trop dangereux, postez-vous à l'endroit même où l'acte se déroule. Dans la plupart des cas, l'événement se produit sur le lit des maîtres de maison. Vous vous posterez par conséquent dans une zone périphérique. Les humains compliquent aussi beaucoup cette simple pratique et le plus souvent s'égarent dans une série d'activités collatérales incompréhensibles avant d'arriver à l'accouplement stricto sensu. Ils changent de position avec fébrilité, ce qui laisse à penser qu'ils ne savent pas très bien quoi chercher. Pour captivantes et amusantes que vous sembleront ces manœuvres, sachez dissimuler votre intérêt. Somnoler ou lancer un coup d'œil distrait de temps à autre, même si à certains stades vous pourrez vous approcher pour examiner cela de plus près, tout en maintenant une attitude clinique et détachée. Le dresseur suprême devrait être en mesure de séjourner sur un lit où a lieu un coït humain dont il a relégué les protagonistes à une extrémité de la couche. Inutile de préciser que des intrusions équivalentes de l'humain dans votre vie privée seront aussi mal vues que mal supportées. Récompenses et cadeaux. Récompensez l'humain quand il agit dans votre intérêt. Il est bon qu'il puisse associer un plaisir à ses efforts pour vous satisfaire. Câlinerie, contact nez à nez doublé de ronronnements, demi-roulade. Il sera toujours disposé à réitérer une action qui lui vaut une récompense. Puisque nous parlons de récompense, préparez-vous à une nouvelle déconcertante. Ces mammifères n'apprécient pas qu'on leur apporte des proies, le cadeau le plus prisé qu'un félin puisse offrir et recevoir. Un gros lézard éviscéré, une belle queue encore frétillante, un moineau décapité susciteront l'embarras quand ce ne sera pas l'hystérie. Vous pouvez malgré tout les introduire dans la maison en manifestant de façon sonore votre satisfaction et pourquoi pas les déposer sur le lit pour leur faire une surprise. L'important est que leur absence de reconnaissance ne vous cause pas de déception. La chose est d'autant plus incroyable que ces primates sont omnivores et que la plupart d'entre eux mangent d'autres animaux, certes présentés en petits morceaux. Il est assez stupéfiant qu'ils manipulent chaque jour des carcasses mortes depuis longtemps, mais que lorsqu'on les leur apporte fraîches, dans certains cas toujours vivantes, ils réagissent de cette manière insensée. Encore adolescent, le matou Hugo, chasseur de renom, avait capturé et tué une grosse corneille. Ça n'avait pas été une mince affaire, et il se donna encore plus de mal pour introduire la corneille dans la tanière à travers la chatière. À leur retour, ces primates découvrirent une traînée de sang en travers de l'entrée. Ils la suivirent jusqu'à la chatière où des plumes étaient restées coincées. Puis ils la remontèrent en sens opposé jusqu'au cadavre de la corneille au pied du fauteuil où Hugo, fier et épuisé, attendait leurs compliments. Les habituels cris d'orfraie accueillirent sa prouesse, mais le primate en chef commenta: « Si, encore tout jeune, il nous rapporte une corneille, quand il sera adulte, on retrouvera des schnauzers pendus aux arbres. » C'est un des cas où, à leur façon, les singes ont su reconnaître une action d'éclat, mais on ne peut pas s'attendre à beaucoup mieux.
déboucher sur l'extérieur. Certains humains possèdent plusieurs territoires, un en ville et d'autres dans la nature. Pour ceux d'entre vous qui sont nés citadins, nous préconisons sans hésiter une solution de ce type. La recherche d'un primate détenteur de propriétés vers lesquelles migrer ou, comme ils disent, partir en villégiature. Pour fastidieux qu'il soit de se déplacer d'un territoire à un autre, en général cela vaut la peine de le supporter sans trop crier au scandale, car la villégiature offre plus d'occasions de s'amuser. Jardins, odeurs inconnues, cours d'eau, buissons, herbes à manger et à vomir ensuite dans la tanière, gibier éventuel, autres chats. À l'évidence, la vie au grand air est moins ennuyeuse que celle en appartement. À la limite, c'est la perspective de rentrer en ville qui vous pèsera, mais en étant un peu attentif, vous pourrez capter les signaux de préparation du retour et rester introuvable au moment crucial. Les migrations peuvent se limiter à des déplacements de quelques jours ou se prolonger dans le temps. Avant la migration, l'humain émet toujours des signaux précis. Parmi eux, la crise de Chaucite ne trompe pas. Un grand nombre d'objets sont sortis des meubles, déplacés, entassés dans d'autres endroits et souvent longuement regardés. Des contenants spéciaux, semi-mobiles, sont extraits des armoires et des barras pour être remplis de choses que le singe estime nécessaires à sa survie, ne serait-ce que 12 heures, loin de son habitat naturel. Il y a de l'électricité dans l'air, l'activité devient encore plus frénétique que d'habitude. Si la tanière est occupée par plusieurs individus, ils peuvent se chamailler. Quand tous les objets prélevés dans les meubles ont disparu dans les contenants mobiles, l'heure de l'exode a sonné. Chaque fois que l'humain migre d'une façon ou d'une autre, les choses se gâtent pour vous. S'ils partent sans vous emmener, vous pourriez vous retrouver abandonné le plus clair du temps, exception faite de rares incursions d'amis, parents, autres mercenaires, chargés de pourvoir à vos besoins primaires. Ce qui signifie d'un côté la paix et la tranquillité, mais de l'autre le déplaisir d'être enfermé seul dans un espace restreint, avec l'accablement qui pourrait en découler. Ou bien la tanière pourrait subir l'invasion permanente d'autres humains qui s'occupent aussi de vous et se révèlent, selon les cas, opportuns ou importuns. Amis à qui l'on prête la maison, petits-enfants, cat-sitters à demeure. Dans tous les cas, il s'agit d'un changement d'habitude, et comme tous les changements dont vous ne décidez pas, ce sera une contrariété, voire pour les plus sensibles d'entre nous, une source de stress. Si en revanche on vous implique dans l'événement, vous verrez se matérialiser en même temps que les contenants destinés aux choses des humains, le détestable sac de transport. Parfois, ces créatures astucieuses ne le sortent qu'au tout dernier moment pour ne pas vous paniquer. D'autres fois, les créatures encore plus astucieuses le sortent plusieurs jours à l'avance, si bien que vous finissez par l'oublier, et c'est alors qu'ils vous capturent et vous poussent de force à l'intérieur de l'exigu habitacle. Au moment de la capture, notre conseil est de vous plaindre et de batailler pour qu'il ne subsiste aucune ambiguïté sur votre désapprobation. Si toutefois vous avez des raisons de croire que cette migration pourrait se révéler bénéfique à terme parce qu'elle vous transplante dans un lieu agréable, dosez vos reproches et surtout comportez-vous avec dignité pendant le voyage. Retenez à tout prix vos déjections. Voyager dans ces excréments ne suscite jamais le respect et l'admiration que nous entendons inspirer à nos humains. L'hystérie manque tout autant d'élégance. En ce domaine, Capitaine Fracasse est un contre-exemple. À la différence de son frère, le prince Leopoldino, Capitaine Fracasse est une créature simple. Il ne perçoit l'imminence de la migration que lorsqu'il se retrouve
suite après roule des yeux ronds et se met à bramer d'une façon épouvantable qui n'a plus rien de félin. Il enchaîne les cris convulsifs, rauques et assourdissants, dénués de tout naturel, et dont les sonorités mystérieuses se situent à mi-chemin entre un braiement d'âne et des aboiements de molosse. Hypersensible, Fracasse ne supporte pas de voyager tout seul, d'où un sac de transport imposant pour que son frère puisse l'accompagner. C'est exactement ce que je fais avec mes 2 chats. Je les transporte ensemble, sinon ils font le cirque chacun de leur côté. En général, ce dernier reste de marbre, héroïque, sauf au début, juste après la capture, où il manifeste lui aussi son indignation de façon sonore, de sorte que, les premières minutes, tous deux pressent contre les parois souples du contenant, créant des bosses qui font irruption tantôt en haut, tantôt sur les côtés, tantôt partout. Un œil étranger pourrait s'y méprendre et voir là un transport de gloutons ou d'une colonie de singes araignées. Quand leurs humains les sortent dans la rue, les curieux s'attroupent, des singes apparaissent même aux fenêtres et sur les balcons, et certains parmi les plus courageux vont jusqu'à s'approcher pour demander quelles créatures on déménage. La plupart des voyages se déroulent en train, une de ces inexplicables inventions humaines, machine énorme et bruyante, qui avale des foules de créatures à un endroit et les recrache à un autre. À l'intérieur, contre toute attente, l'installation est assez confortable et une fois à bord, Capitaine Fracasse se calme à part quelques crises de panique sporadiques qui le font haleter, bouche ouverte et yeux écarquillés telle une créature démoniaque. À cette occasion, il peut enclencher un nouvel épisode de cris épouvantables, puis épuisé, sombrer dans le sommeil. Le prince Léopoldino et Capitaine Fracasse, comme vous l'aurez déjà compris, disposent d'un couple de primates exceptionnellement bien élevés et peuvent se permettre des fautes de goût de cette ampleur. Mais il ne s'agit en aucun cas d'un exemple à suivre, de la dignité avant tout. Substance stupéfiante. À l'approche de la migration, certains humains peuvent chercher à vous administrer des substances stupéfiantes dans le but de vous étourdir et de profiter de votre passivité pour vous transporter. Vous tâcherez de les recracher et en cas d'échec, simulerez la mort. Autre solution, combattez de toutes vos forces la sensation de torpeur en vous livrant à des extravagances. Les humains appellent cette réaction opposée à celle recherchée effet paradoxal. Et quand leur petite tête simplette aura enregistré que vous êtes trop sensible au calmant, mort, ou que vous souffrez d'effet paradoxal, extravagance, ils cesseront aussitôt de vous importuner avec des drogues. Les petits des humains. Vous pourriez avoir choisi votre primate avec le plus grand discernement, et pourtant, un beau jour, sans crier gare, celui-ci se pourvoit d'un compagnon et se reproduit. Quelque précaution que vous preniez, vous n'êtes jamais tout à fait à l'abri des petits humains. Il est donc important d'en traiter ici.
façon autonome, et tout ce qu'ils savent faire, c'est crier, manger et déféquer. Comme à peine nés, on les enveloppe dans des choses en tissu appelées grenouillères. Ils se salissent avec leurs propres excréments. Les parents les lavent, puis s'obstinent à les emmailloter à nouveau. C'est l'amorce d'un cycle qui témoigne du pouvoir de la chosite sur les hommes dès leur venue au monde. Dans les rares moments où ils ne sont pas enduits de leur matière fécale, les petits humains dégagent un délicieux parfum de lait. C'est une période où ils connaissent de telles difficultés à coordonner leurs mouvements qu'ils pourraient vous frapper sans le vouloir. Restez vigilants, rien ne vous interdit de dormir lové sur le petit humain, témoignant ainsi votre passion pour lui, mais assurez-vous qu'il soit lui aussi en train de dormir. La phase dangereuse arrive plus tard quand ils commencent à se déplacer à quatre pattes, posture dans laquelle ils peuvent faire preuve d'une rapidité surprenante. Ils attrapent des choses avec leurs petites pattes préhensiles, toutes grassouillettes, dont toutefois ils n'ont pas encore le plein contrôle. Plus tard, encouragés par les adultes, ils se mettent à déambuler sur deux pattes, non sans peine. À ce stade, ils s'étalent souvent de façon inopinée. Le moment est alors arrivé de les éduquer, parce que c'est à cet âge qu'ils pourraient maladroitement essayer de vous soulever, de vous serrer contre eux, de vous écraser les pattes, de vous tirer les moustaches, de vous emprisonner dans des choses en tissu qu'affectionnent les humains, voire de vous tirer la queue, chose que vous ne permettrez au grand jamais sous aucun prétexte. Il vous faudra donc toujours rester vigilant. Dès que vous comprendrez que le petit humain nourrit ses idées malsaines, il est conseillé de pousser d'emblée de grands cris de douleur, y compris en anticipant sur la douleur elle-même, afin de déclencher l'alarme chez les adultes, puis de fuir illico et d'observer une période de prudente distance avec le sujet concerné. Le petit humain est intouchable et vous ne devez lever la patte sur lui que si la douleur est insoutenable. Même dans ce cas, ne lui laissez pas de marque permanente. Une exception mérite d'être signalée, celle de la Piscia, la minette grise qui ne tolérait pas les sons aigus. Elle avait grandi dans une famille avec deux petits humains. Chaque fois que l'un criait, la chatte surgissait et l'attaquait bille en tête. Mais elle savait distinguer les vrais cris de douleur, comme le jour où l'un des petits referma la graffeuse sur son doigt, de ceux qui relevaient des fameux caprices, manifestations de colère et de frustration dont les hurlements sont l'arme principale. Elle n'intervenait que dans ces derniers cas. Lors d'un épisode resté dans les annales, un des petits humains se jeta sur le sol en hurlant et elle le mordit à la tête. Il s'agissait d'un instinct en tout point compréhensible. Lequel d'entre nous n'a jamais ressenti le désir irrésistible de mordre la tête d'un petit humain qui braille à plein poumon en se tortillant par terre? La chose mémorable, c'est que tout en éloignant la minette, les parents riaient, vous savez, quand ils montrent leurs dents d'un air joyeux. Et non seulement la minette grise ne subit aucune représaille à la suite de cette agression manifeste, mais au contraire, on la considéra dès lors comme une alliée de choix dans l'éducation de la progéniture. Nous tenons à souligner toutefois qu'il s'agit d'une exception. Nous parlons de primates éduqués par des chats depuis des générations et vous déconseillons d'essayer avec les vôtres. Les petits humains sont intouchables et considérez que ces mammifères le restent pendant une période correspondant à une vie féline entière, parfois plus. On dispose de témoignages sur des humains encore nourris et maternés par leurs vieux parents décrépits. Ce sont des cas extrêmes, mais ils existent. D'un
chose ne vous agace pas trop, ayez l'obligeance de jouer avec eux de temps en temps. Vous ferez leur bonheur. Il s'agit d'amusements innocents et en général de courte durée, parce que le primate a beau être excité par l'exercice, il se fatigue vite ou comme d'habitude se laisse distraire. En le secondant dans cette activité, vous l'aiderez entre autres à rester actif. La déjà citée Minette Grise, la maîtresse des petits humains, était une formidable athlète. À part décocher des coups de patte au bambin, elle ne se dépensait guère physiquement. Elle développa donc une passion sincère pour ce sport et était entraînée par ses deux singes qui, chacun leur tour, lui lançaient des boulettes d'aluminium froissées à des hauteurs vertigineuses. Comme il s'agit ici d'individus particulièrement joueurs et que dans cette espèce le besoin de s'exhiber devant les autres est impérieux, quand des visiteurs pénétraient sur le territoire, la Minette Grise était toujours appelée à se produire dans quelques tours de force. Parfois, on allait jusqu'à la réveiller d'un sommeil profond en la pressant de venir faire montre de son habileté. Elle décidait donc, selon son humeur, d'accéder ou non à leurs requêtes. Il va sans dire que vous n'êtes pas obligé de vous soumettre à tous leurs caprices. Ben non, il manquerait plus que ça. Le baiser. Une des façons propres aux humains d'exprimer leur affection est le baiser. Le singe avance ses lèvres dont la mobilité est confondante et les pose sur vous avec un claquement fastidieux, précédé parfois d'un léger mouvement de succion. Pendant qu'il se livre à cet acte, il vous domine de toute sa grosse tête. Ce peut être terrifiant, surtout si vous dormez et que vous êtes réveillé par cette créature gigantesque penchée au-dessus de votre corps qui fait claquer ses lèvres sur votre crâne. Comme si cela ne suffisait pas, le singe pourrait essayer de vous attraper et de vous immobiliser pendant cette opération, voire dans certains cas de vous porter à sa bouche. Même si d'ordinaire les primates, qu'ils soient domestiques ou sauvages, ne mordent pas, nous vous conseillons quand même de vous débattre et de ne pas céder à ces pratiques. En revanche, encouragez vos singes à manifester leur affection par des frottements, des grattages délicats sous le menton ou autres méthodes plus prisées en leur donnant l'exemple. Si toutefois vous désirez gâter votre bipède, vous pouvez lui concéder quelques baisers délicats, mais seulement quand vous en donnerez le signal. La capture. Une autre manifestation d'attachement caractéristique de cette espèce est la capture. De temps en temps, l'humain semble en proie à un instinct plus fort que lui. Il faut qu'il nous capture. Il nous étreint entre ses longues pattes et peut, comme expliqué au chapitre précédent, nous porter à sa bouche pour une séance de baisers. Concrètement, il nous immobilise et nous serre contre lui. Parfois, en gardant cette position, il nous transporte dans d'autres zones du territoire. Cela coïncide souvent avec l'irruption d'étrangers dans son habitat. Le singe nous cherche, nous capture et ensuite nous exhibe. Pour leur part, les petits humains sont de grands adeptes de la capture. Quand le primate nous capture, il jubile. Certains chats apprécient et se blottissent contre leur grand singe avec un authentique plaisir. Quant à moi, je ne dédaigne pas la proximité avec ces créatures, à condition d'en décider moi-même. Le chapardage des déjections. Nous voici à un chapitre embarrassant et obscur des relations félin-humain. Nous voulons parler de l'incompréhensible habitude qu'a cette espèce de gratter dans notre litière et d'en dérober le contenu. À une fréquence le plus souvent quotidienne, l'humain se présente avec une petite pelle et creuse à la recherche de ce que nous avons patiemment enseveli, puis s'en
sous votre corps. Opposez une résistance passive en pesant à cette occasion au moins le double de la normale. Si en cherchant à rentrer en possession d'une chose que vous couvez, il en pose une autre à votre portée, adoptez-la aussitôt et commencez une nouvelle couvaison. L'horrible mystère. Il existe une vaste zone d'ombre dans notre cohabitation avec cette espèce. Une question à laquelle personne n'a de réponse, mais au sujet de laquelle demeure un doute raisonnable et qu'il est donc important d'examiner. La castration soudaine et injustifiée et pour les femelles, la stérilisation auxquelles s'exposent mystérieusement les chats qui vivent avec ces primates. Personne ne sait comment cela se passe, mais de fait, très rares sont ceux qui échappent à ce destin. Il n'existe pas de témoignage direct, ce qui rend le tout encore plus terrifiant. Il semble certain qu'une part de responsabilité revienne à l'une des figures les plus effrayantes parmi les humains. L'indomesticable, le persécuteur suprême, le blanc vêtu, le vétérinaire. Beaucoup de ceux qui ont connu ce destin se souviennent en effet de l'image de l'indomesticable qui se penche sur eux, puis plus rien. Ils se sont réveillés dans leur tanière ou dans certains cas encore dans la géole du persécuteur et plus rien n'était comme avant. Cette pratique barbare est inexplicable. Il ne fait aucun doute que, à leur façon, ces primates nous soient sincèrement attachés. On peine donc à croire qu'ils expriment un désir de nous nuire. Pourtant, le résultat est là. Chapitre 6. La cohabitation avec d'autres êtres vivants. Si vous êtes né et que vous avez grandi avec d'autres chats, vous connaissez les indéniables avantages qu'offre la vie en société féline. Que vous soyez simple compagnon ou que vous formiez une association de malfaiteurs. On joue, on fait de l'exercice, on se lave avec soin les uns les autres. On mène à bien des plans qu'il serait difficile de réussir seul. Et puis bien sûr, il y a la joie des échanges, de partager sa vie avec ses semblables, surtout quand on les aime. L'héroïque Pongo, un robuste chat noir qui avait grandi dans une maison densément peuplée d'humains et de félins, s'était autoproclamé défenseur des opprimés. Dès que les autres félidés rencontraient un problème, au premier miaulement, Pongo s'empressait d'accourir. Un jour, Luigino le roux enfila la tête dans un sac en plastique dont il n'arrivait plus à se débarrasser. Il bondit terrorisé à travers toute la maison en se heurtant aux meubles et aux habitants et finit par se glisser sous un buffet où il se lamentait en appelant à l'aide. Le petit humain de la famille se précipita à son secours et s'allongea sous le meuble, essayant dans cette position inconfortable de le libérer. Pongo arriva à cet instant et sa vision partielle des événements obscurcit son jugement. Croyant que dans un accès de folie, le petit tentait d'étouffer Luigino avec un sac en plastique, il s'élança à l'attaque de l'humain. Sous le buffet éclata un
se peut que la cohabitation s'instaure de façon inattendue et soudaine. Un beau jour, sans vous en avoir demandé la permission, votre humain revient à la maison avec un autre chat. Imaginons que vous avez enfin atteint l'âge où l'on a trouvé son équilibre et où l'on se sent apaisé, et voici que débarque un préadolescent survolté. Imaginons que vous venez d'asseoir un clair rapport de suggestion où l'humain est arrivé à un degré optimal de prévenance, et le voici qui se présente avec de nouveau-nés qu'il ne lâche plus des yeux. Pire encore, alors que nonchalant vous vous léchez une patte sur votre fauteuil préféré, imaginons que la porte s'ouvre et que l'on introduise dans la maison un meurt-de-faim entre deux âges, miteux et infesté de puces, habitué aux bagarres entre chats de gouttière, et comprenant à peine votre langue. Que ce clochard soit une chatte, une furie que le primate s'obstine à appeler Minette, et qui vous abreuve de noms d'oiseaux et de menaces de mort avant même d'avoir franchi le seuil. Tout peut arriver, et il convient d'être prêt. L'essentiel est de ne pas oublier que quoi qu'il en soit, il s'agit de chats, accidentés de la vie, nerveux, ignorants, bouilleux autant que l'on voudra, mais derrière ce désastre plane toujours un esprit de votre trempe supérieure qui ne demande qu'à se révéler et à briller. C'est parfois difficile à déceler, nous le savons, mais laissez faire le temps et soyez confiants quant aux fabuleuses possibilités de transformation qui sommeillent, y compris chez le plus grossier des va-nu-pieds. La cohabitation avec des inférieurs, les végétaux d'intérieur, ils se partagent en deux catégories, les plantes en pot et les fleurs coupées. Ces dernières doivent être dépecées. Commencez par vous attaquer au récipient où vous essaierez de boire en malmenant les fleurs à coups de tête. Puis acharnez-vous sur les inflorescences en les mordant, les giflant avec rage, les achevant à coups de griffes. Le grand final consiste à renverser le vase et son eau sur le cimetière végétal ainsi obtenu. Je ne peux que confirmer. Les plantes se trouvent dans des pots remplis de terre disposés dans l'appartement de façon à ce que vous puissiez y creuser. Les tiges et les feuilles peuvent être décimées par des techniques diverses que vous explorerez à votre guise et qui vous fourniront un passe-temps toujours renouvelé. Végétaux d'extérieur. Les plantes sur le balcon ou dans le jardin offrent d'excellentes solutions de rechange à la litière. En effet, les humains y déversent régulièrement ce qu'ils appellent engrais, qui n'est rien d'autre qu'un mélange d'excréments d'animaux inconnus. Si vous voulez vous rendre utile, choisissez une seule plante, si possible une de leurs préférées, grande et prospère, et déféquez en bonne quantité à proximité, puis arrosez généreusement d'urine le sol au pied de la plante, jour après jour, jusqu'à la voir s'étioler, signe certain que vous aurez fait du bon travail. Puis passez à la suivante. Les végétaux comestibles pour les humains, plantes aromatiques, tentatives de mini-potager avec tomates et autres légumes, peuvent être aspergés directement. Les techniques de fertilisation les plus poussées prévoient le dépôt de la masse fécale bien en vue pour orner feuilles et fruits. Quand vous n'aurez pas le cœur à jardiner, vous pourrez vous reposer en choisissant pour nid les plus petites et délicates des plantes fleuries. En les écrasant avec grand soin, vous obtiendrez un matelas d'extérieur tout confort. Je confirme aussi, j'ai la même chose ici. Contribuer à l'habitude qu'ont les humains de prendre soin des organismes végétaux est une noble entreprise, mais elle n'est pas dans notre nature. Ah, on entend Elsie qui mange ses croquettes en même temps. Il sera donc inévitable que vous soyez pris par
Avec les humains, vous pourriez être aussi amené à partager le territoire avec d'autres espèces. Vous trouverez ci-dessous quelques indications génériques. Il n'est pas impossible qu'existent des canidés dignes de votre admiration, des perroquets amicaux, des poissons plus grands que vous, mais il s'agit d'exceptions. Les canidés, il en existe de toutes sortes, tailles et modèles, depuis les chauves petits comme des écureuils jusqu'aux énormes velus comme des ours. Nous serons brefs, les chiens en général sont sales, puants, bruyants, enthousiastes à l'excès. Pas méchants, bien au contraire, ce sont de bons gars, surtout pris isolément, mais pas futés. Ils sont toujours collés aux humains, ne les lâchent pas des yeux et dépendent d'eux en tout et pour tout. Les chiots, surtout quand ils sont affectés de gigantisme, sont encore plus gauches et pénibles. Malgré cela, il est indéniable que la cohabitation avec un chien peut être source de divertissement. Sans compter que certains ont des caractères et des habitudes plus compatibles avec les nôtres, et il est prouvé qu'ils peuvent devenir d'excellents amis. Dans tous les cas, soumettez-les d'entrée de jeu. Rongeurs, ils sont placés dans de petites cages où vous pouvez les voir, mais pas les toucher. Une forme de sadisme incompréhensible, mais amplement documentée. Pourquoi les emprisonner pendant toute leur misérable existence quand on pourrait vous laisser faire le travail? Poissons. Ce qu'on dit des rongeurs vaut aussi pour les poissons. La différence, c'est qu'ils sont plus gracieux à regarder, plus hypnotiques. Ça, c'est Elsie. Leurs cages sont des boîtes en verre, appelées aquariums. Surveillez la transparence de l'eau. Quand elle est sale, le primate nettoie l'aquarium en transférant les poissons dans des contenants plus sommaires. C'est le moment de frapper. Oiseaux. On verra ici quel niveau peut atteindre la cruauté humaine. Les oiseaux sont souvent installés dans des cages où ils ne peuvent même pas voler. Il est de votre devoir moral de tenter par tous les moyens d'ouvrir ces cages et d'abréger leurs souffrances. Les perroquets constituent un cas à part. Ce sont des créatures redoutables. Avant tout, ils sont intelligents. Parfois, ils parlent comme les humains. On peut supposer qu'ils leur donnent des directives. Impitoyables, armés de gros becs et de serres, ils sont fiers et belliqueux. Nous conseillons de garder une distance prudente avec les gros perroquets. Reptiles et amphibiens. De façon incompréhensible, certains humains accueillent dans leur territoire des spécimens de ces animaux, eux aussi enfermés en général dans des boîtes en verre transparentes. Les tortues nous plaisent beaucoup et elles peuvent servir de poste d'observation ou de lents moyens de transport. On peut s'amuser avec leurs carapaces et jouer à cache-cache avec elles. À part les tortues, les autres reptiles et amphibiens sont plutôt répugnants et indignes de notre intérêt. S'il s'agit de gros serpents et qu'ils sont laissés en liberté dans la maison, ne les lâchez pas des yeux et si possible, changez de maison. Autre primate. Nous sommes d'avis que tous les singes, trop grands pour être dévorés par un chat, témoignent une nette prédilection pour notre espèce. Bien que la nature ne nous offre guère d'occasion de fréquenter les autres primates, le destin y supplée parfois, en général par le biais d'un humain. La rumeur fait état d'un cas exemplaire, celui de Coco, une femelle gorille qui a grandi en captivité et à qui Francine, une humaine, a appris la langue des signes. Bien qu'elle se soit fréquentée de longues années, Coco n'a jamais réussi à enseigner le langage des gorilles à Francine, ce qui prouve une fois de plus combien des animaux aussi bavards sont si peu doués pour écouter. Mais ne nous égarons pas,
sa longue vie lia Coco à plusieurs chats. Conclusion, un humain c'est pour toujours. Les humains vivent longtemps. Si vous savez bien domestiquer votre spécimen, il sera à vous pour toujours. Même quand vous serez vieux, que vous perdrez vos dents, que vous ne voudrez plus manger, que vous ne réussirez plus à faire vos besoins dignement, le singe continuera à vous servir et pourrait vous emmener chez l'indomesticable pour prolonger votre agonie. Si vous avez choisi un animal qui jouit d'un haut rang social et de ressources importantes, les probabilités d'un tel scénario sont d'autant plus élevées. Pour en finir, vous devrez vous résoudre à faire pipi caca partout, même dans le lit des maîtres de maison en leur présence. Cela pourrait enfin les convaincre, bien qu'à contre-cœur, de vous laisser partir. Bon, ça c'est triste. Tel est le paradoxe de ces grands mammifères. Si en tant qu'espèce ils sont épouvantables, comme individus, ils peuvent se montrer pleins d'amour et savent être protecteurs, intelligents et généreux. À leur façon, sans élégance, à grand fracas et en toute maladresse, mais exactement comme les félins, ils ne demandent rien d'autre que d'aimer et d'être aimés. Voilà, nous avons fini ce livre qui était très rigolo et à la fois très réaliste. Moi j'ai retrouvé énormément de situations qui sont tout à fait vraies avec mes chats. En tout cas, j'espère que cela vous aura plu, amusé peut-être et détendu en tout